And now for part two of the English part of the program, I suppose. I appreciate your patience with me. This has been a remarkable conference. There are data points that have come out of this that I think is really going to get a lot of people's attention. So I appreciate your allowing me to participate. And that's saying a lot considering I'm probably only understanding a third. My name is Dan Vukolich. I'm the president of the Association of Medical Device Reprocessors. I represent commercial companies that reprocess single-use devices, including in the electrophysiology cath lab, in both Europe and in the United States. I'm a lawyer by training, so my expertise is in medical device law. So to introduce and show you a little bit about what it is that we do with EP catheters, I'm going to show a short 1.5 minute video. It's much more eloquent than me in going over in some of the more technical details. One of the main obstacles I think my industry or the concept of reprocessing faces is the presumption that all reprocessing is the same, and it's not. And I don't think the decision makers in Paris or Berlin or Brussels should be presuming that what a hospital can do is equivalent to what a remanufacturer can do. And so I want to show you today what I think we do as medical device remanufacturers. Narrow lumen, tiny irrigation holes, memory chips and magnetic field sensors need care and precision. Facing the challenges which irrigated ablation catheters and 3D mapping catheters present, Vanguard takes remanufacturing to a new level. All under clean room conditions. Microfine irrigation holes and other ultra-sensitive parts undergo special treatment and cleaning procedures. Lumen-bound catheter shafts are cleaned and disinfected in our patented machines with continuous volumetric monitoring to ensure complete cleaning. The modified OPA method testing protocol checks for residual protein, and an intensive leaching process ensures no chemical residues remain. Followed by over 20 individual visual, tactile, and functional component tests. Then, the microchip ports and navigation functions are fully checked. Only once every instrument is signed off are products individually wrapped, inspected, and low temperature sterilized. Then secured packed in bespoke and protected packaging. With our groundbreaking manufacturing processes, we extend product life cycles and empower hospitals and clinics to operate more sustainably by reducing carbon footprint and scarce resources with every manufactured catheter, without compromising safety, quality, or performance. Rethink, remanufacturing. So that's from my European member, Vanguard. My colleague Viola is here from Vanguard. She's also a board member of our association. You want to watch it again? But in addition to Vanguard, which is an independent third-party reprocessor, the AMDR membership includes 6 other companies, all operating in North America, 4 of which are subsidiaries of much larger medtech firms. Arjo of Sweden operates a reprocessor called Renew. Cardinal operates a reprocessor called Cardinal Sustainable Technologies. Medline operates a reprocessor called Medline Renewal. And Stryker operates Stryker Sustainability Solutions. The one company that is in the reprocessing space that I do not represent is SterilMed, a division of J&J. As of yet, except for Vanguard, none of these companies are yet doing business in Europe, but for reasons I'll explain, we have a new opportunity, and that the passage of the medical device regulation in Brussels now allows member states to allow remanufactured single-use devices. So I appreciate the prior presenters. The underscoring of the challenges that we're facing are enormous. And with governments pledging to meet net zero by the ambitious goal of, I believe, 2032 and 80% reduction, we need to come up with solutions. I believe that commercial medical device remanufacturing is going to be the most favorable solution. It is regulated, it is immediate, it doesn't require our physicians to change their practices or their preferred products,
and it's measurable. We can measure savings, we can measure waste reduction, and we can also measure now carbon reduction and global greenhouse gas emissions. But also moving to a circular economy or a net zero economy requires, as all reports have basically underscored, getting away from the take, make, waste, or linear production model, where we take from the earth, we make products, and then we waste them. We need to make more circular systems to keep products alive longer. I saw in another presentation the waste hierarchy, and so this is generally well accepted, but the version I've stolen here is from the NHS in England. The first thing we can do to move away from this linear economy of take, make, waste is reduce the consumption, reduce the number of catheters or other products that we need to use. And one way to do that is by reprocessing or remanufacturing the existing product. By getting 3 or 4 life cycles out of it, we're reducing the requirements on a global supply chain to making 3 or 4 of those devices. So it is a double whammy in that we can reduce consumption and we can reprocess, which is higher in the waste hierarchy than recycling. And obviously the business model is circular. We must collect the used catheters and other devices because they become the raw material in our manufacturing scheme. Unlike a linear production model, which ultimately makes the end of life disposal the responsibility of the hospital or the local government. What's worse is the incineration of EP catheters and other devices containing these rare earth metals and plastics release particulates into the matter, which we know causes cancer, causes asthma, and causes other respiratory diseases. So I believe we in healthcare have a special responsibility in that we've committed to do no harm, to actually look at the greater patient populations. If in doing no harm and fixing the patient that we have in front of us, we create emissions that make our entire patient population sicker, we need to reevaluate what it is that we're doing. And so that's why I believe that circular economy solutions for products that we use in the EP Cath Lab and other areas are going to be the future business models. But a word about the single-use label, because why would you get into this whole business of reusing devices the manufacturer has explicitly set up for single use? This is my area of expertise. As I told you, I'm a lawyer who specializes in medical device law. There is no regulatory authority on earth that requires any product to bear a single-use label. It is the manufacturers who decide how to label their devices. And the single-use label means not that a device cannot be reused, but it means a cleaning validation has not been conducted to prove that it can be reused. The companies that I represent stand in the shoes of the original manufacturer and conduct the cleaning validation that they elected not to do. We also then perform the cleaning or the testing and the sterilization in our controlled environment. So there isn't the variability of what's happening in the central sterile department of the hospital. And so those consistencies happening under a manufacturing paradigm ensure that those single-use devices can be repurposed for 2, 3, 4 more cycles. So for the political discussion of where we are here in Europe, in 2017, the European Parliament passed the medical device regulation. In it, in Article 17, the reuse or reprocessing of single-use devices is discussed. Until then, each EU member state could have whatever policy it wanted. Germany had a robust, regulated reprocessing industry, but frankly, in most of Europe, hospitals were reusing single-use devices, including EP catheters, in-house, meaning they were sending them down to be flushed and sterilized in the central sterile department. That's supposed to now stop. And the member states are to make an affirmative decision to allow remanufacturing or reprocessing of single-use devices or not. And if they should do so, according to 2 different paradigms, either remanufacturing, the remanufacturer has to operate as a manufacturer and get a CE mark, or according to the Commission's minimum common specifications that they have outlined are the minimum requirements for a hospital to reuse single-use devices. In short, the safety and efficacy requirements that are placed on reprocessors or remanufacturers will now mirror exactly what exists for the original equipment. And so whatever the original equipment manufacturer had to demonstrate, we must now also as well. But I'd like to highlight an area where we go above and beyond. As a condition of membership in AMDR, all AMDR members test or inspect every single device. In fact, every device will go through multiple levels of testing or inspection, which isn't something in a linear production model that you can realistically do.
And what might be surprising is after 20 years of data in the US, since being regulated by FDA, we have now at least a couple of studies which show that the failure rate or the adverse events reported to the FDA for reprocessed devices seem to be lower than for their original counterparts. Why? I think a lot of people think, second use is probably second best, but actually the reverse is true. Because we're testing or inspecting everything, we're weeding out any bad product. We're also only reprocessing the product that is the most durable and most robustly built. And so I think that demonstrates why we have a lower overall failure rate for some products. So we've been regulated in the United States since 2000. So we have 22 years of data. We will now begin collecting similar data in Europe now that a regulatory framework exists. What happened in the US is what I expect to happen here, which is hospitals that are reprocessing single-use devices in the basement will have to stop. And it's up to each Ministry of Health to ensure that that stops. It will move any reprocessing to commercial or regulated firms, such as those that I represent. And the data we've seen from the US and in a large part from Germany is they've had a long-running regulatory scheme is over 22 years, there's no data indicating increased risk to patients from commercially reprocessed devices. We've got 20 years of clinical data and peer-reviewed research, and we have the support of major clinical organizations such as the American College of Cardiology and such. So where are we doing business now? Obviously, the main business is Germany, Canada, and the United States. We're also doing business in Israel and in Japan. And in Europe, the list is growing. Germany has been a mainstay. But since then, the Netherlands, Belgium, Ireland, the UK have all opted in. In addition, so have Sweden and Croatia into a central sterile paradigm as well. Next up on the list, in my opinion, will be Denmark, Italy, Portugal, Slovenia, and Spain. The three that have identified that they are not going to allow reprocessing, though I think that's going to be temporary given today's challenges, the Baltic area, Czechia, Switzerland. And so whereas France, unfortunately, on the ban list. And unfortunately, it's a relatively recent development. And so to have the ministry reevaluate the position and hopefully hear the opinions of this group, we're going to need to take action. So my message on behalf of the remanufacturing and reprocessing industry is that if we need to reduce cost, reduce waste, and reduce emissions, we need to opt into allowing commercially remanufactured SUDs. In addition, because of the challenges we're facing now due to microchip and other supply chain shortages, we need to find quick solutions to maximize the life of existing product. We're already canceling surgeries and procedures in the United States because there aren't enough cardiac catheters. We also should do this for patient safety reasons. Obviously, in some places in Southern Europe, they are reusing single-use devices by simply throwing them in the sterilizer in the basement, and that's not acceptable. Now that there's a regulatory pathway, we should urge them to do so. And then I've included here a resource link if helpful. I know these slides will be distributed to materials that we have, but also the European Commission lists where each member state's policy is on this. Just to wrap it up, as I said, I'm a lawyer, so don't ask me too many questions on the technical of our operations, but a reprocessing process is circular from collections to decontamination to cleaning. In this is 100% testing or inspection. All devices will be sterilized using ethylene oxide and then shipped back to hospitals. Obviously, this group is interested in cardiology, but we have a broader portfolio of offerings where the most money and emissions possibilities are in the cardiac cath lab and in the OR surgery for thoracic laparoscopic surgical devices. The savings are 40 to 50%. You'll see, I'm sure you all gravitated towards the cardiac catheter on the bottom, about a 50% savings. And as demonstrated earlier in a citation, Anna Schulte at Fraunhofer, who conducted the first life cycle assessment of an EP catheter, found that for the reprocessed version, out of 13 of 16 environmental measures, the reprocessed catheter was environmentally preferable, including a 50% reduction in greenhouse gas causing agents. I'm going to release new data soon, but just to give you a different data point, because you can read my slides, when I started in 2000, there were 3 reprocessing companies, all independent, and we saved US hospitals $20 million that year. Today, there are now 8 reprocessors operating on 2 continents, some original, some independent, and we saved US hospitals last year over $500 million. So there is ample room for growth, ample room for savings, and I believe the trajectory of this industry is only going to
get fueled further given today's challenges. Also, governments are taking note. The NHS in particular has been using single-use device remanufacturing as one of its key initiatives to reduce the supply chain's emissions for the NHS. They're putting out case studies such as those highlighted here from Leeds in the bottom right-hand side, plus other papers highlighting how hospitals can adopt SUD remanufacturing programs. And one last example here from Denmark from this year, another life cycle assessment of cardiac catheters demonstrated that one cath lab could save 175,000 euros, which was enough for them to employ or retain 2 nurses. I believe that is all. Thank you. Je m'appelle donc Nicolas Martelly, je suis pharmacien hospitalier, je m'occupe que de dispositifs médicaux stériles à usage unique. Donc j'ai un peu l'impression d'être un dealer depuis les présentations de ce matin. Donc plus sérieusement, effectivement, Dan a très bien expliqué l'état en fait de la réglementation européenne. Et vous allez voir que effectivement, ce sera surtout le propos central de ma présentation, qu'il faut faire une différence très nette entre ce qu'on fait actuellement dans les hôpitaux et qui concerne la restérilisation de dispositifs qui sont conçus pour être réutilisables et ce que proposent les reprocesseurs, c'est-à-dire remettre à disposition des dispositifs fonctionnels. Alors la stérilisation ou restérilisation, on parle de restérilisation quand on parle de dispositifs qui ont été conçus pour être stérilisés, pour être ensuite utilisés. Eh bien, c'est très simple, ça c'est quelque chose qui est complètement intuitif, je pense pour vous tous. C'est le fait que un dispositif médical stérilisé, il a plus de micro-organismes viables et surtout qu'à l'issue d'un certain nombre d'opérations, cette stérilité doit être ensuite conservée dans le temps, d'accord ? C'est pour ça qu'on a ces fameux emballages, c'est pour permettre de faire passer l'agent stérilisant et ensuite que la stérilité puisse être maintenue pendant un temps suffisant avant l'utilisation. Alors en matière de réglementation, la réglementation en France, elle est assez ancienne, elle a évolué multiples fois. Moi, je vais surtout me concentrer sur ce qui se fait dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on a le droit donc de stériliser les dispositifs réutilisables. Et donc ça date donc depuis la fin donc des années 90. Et c'est la pharmacie, les pharmaciens qui sont responsables de la préparation de ces dispositifs médicaux stérilisés et je le redis, je le redirai plein de fois, des dispositifs qui ont été initialement conçus pour cela. Donc un cycle de stérilisation, ça commence, donc il y a une utilisation, ensuite on va faire ce qu'on appelle le trempouillage, donc le nettoyage, on va faire tremper donc les dispositifs, ils vont être ensuite désinfectés. Ensuite il y a une phase d'inspection, on va essayer de voir donc si le dispositif n'a pas de défaut majeur. Et ensuite il va y avoir une phase de conditionnement, donc c'est ce fameux conditionnement donc soit dans des conteneurs, soit justement dans des emballages individuels pour pouvoir faire passer l'agent stérilisant. Et là dans la plupart des cas, il existe plusieurs méthodes, mais la méthode la plus utilisée, la plus rencontrée dans les hôpitaux, c'est la stérilisation donc avec de la chaleur humide, donc le fameux autoclavage. Et ensuite, on va donc stocker le dispositif avant son utilisation, donc en salle de cathé ou plus précisément donc au bloc opératoire. Alors le reprocessing, Dan l'a extrêmement bien souligné et c'est important. Ça fait entrer une compétence nouvelle, c'est-à-dire qu'on a toutes les étapes de la restérilisation, donc qui théoriquement pourrait être effectuée dans les hôpitaux, mais il y a une étape essentielle qui est la phase de test et de s'assurer de la fonctionnalité du dispositif. On l'a très bien vu sur la petite vidéo. On voyait donc les tests de magnétisme, etc., qui étaient effectués sur les dispositifs, etc. Tout ça correspond à des compétences nouvelles qui, pour le moment, n'existent absolument pas dans les stérilisations de nos hôpitaux. Donc, ça nécessiterait donc effectivement une montée en compétences que nos stérilisations, nos unités de sté n'ont pas. Alors, comme Dan l'a également souligné, l'article 17 du nouveau règlement européen donc, a ouvert la possibilité du reprocessing. Comme voilà, donc la France se situe parmi d'autres pays, parmi ceux qui interdisent pour le moment, n'autorisent pas plutôt le recours à ce reprocessing, parce qu'effectivement, c'est une décision qui se fait pour chaque État. Alors, vu que j'ai uniquement 5 minutes, s'il y avait vraiment une diapositive à retenir, si vous avez une photo à prendre, ce sera celle-ci. J'ai essayé de vous faire une étude comparative entre la restérilisation et le reprocessing. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que restériliser, ça sous-entend que j'ai un dispositif qui est réutilisable et qui a été, on va dire, conçu pour cela.
versus le reprocessing, un dispositif qui est jusqu'à présent à usage unique et que je vais pouvoir remettre en état. En matière d'étape, il y a donc cette étape absolument maintenant essentielle, et on le comprend pourquoi, de test et d'évaluation technique du dispositif pour assurer sa fonctionnalité. Autre élément qui est assez important, il y a la question de la responsabilité. Quand je restérilise un dispositif médical qui a été conçu pour cela, le fabricant original du dispositif est toujours responsable des éventuels problèmes de matériaux-vigilance qui pourraient être associés à ce dispositif, en mettant bien sûr à l'écart mes usages et autres choses qui pourraient se passer relatifs à une mauvaise utilisation du dispositif. Tandis que dans un schéma avec quelqu'un qui serait chargé du reprocessing, cette responsabilité retombe sur la personne, sur le reprocesseur. D'accord ? À l'heure actuelle en France, la restérilisation est quelque chose d'extrêmement courant, alors que c'est absolument pas possible, en tout cas avec les moyens et les compétences actuelles dans les unités de ST, à moins de faire vraiment n'importe quoi. Et à ma connaissance, et Dan l'a confirmé, il n'y a pas de reprocesseurs privés, d'industriels qui font ça alors actuellement en France, puisque bien sûr il n'y a pas de marché et donc ce n'est pas possible. Donc voilà la différence entre restérilisation et reprocessing. Et j'espère que j'ai tenu mon temps. Merci à vous. Alors, merci pour l'introduction. Je m'appelle Thomas Kerry. Je suis un étudiant en médecine à l'Université McGill à Montréal et je suis aussi un étudiant en recherche à l'Institut de cardiologie de Montréal. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet sur lequel j'ai travaillé sur la restérilisation et la réutilisation des stimulateurs cardiaques. Alors, pour vous donner un peu de contexte, l'accès aux pacemakers et aux défibrillateurs, c'est très limité dans les pays à ressources limitées. Il y a une énorme disparité d'accès par ce qu'on voit ici à Montréal et les pays en Amérique du Sud où on a fait cette étude. En fait, c'est estimé qu'environ 2 millions de patients par année dans les pays à ressources limitées n'ont pas accès à un traitement. Et les médecins disent que la plus grande raison pourquoi c'est le cas, c'est à cause des coûts élevés envers les stimulateurs cardiaques. Alors, afin d'adresser ce problème, il y a plusieurs hôpitaux dans les pays à plusieurs ressources qui ont commencé des programmes humanitaires pour faire des dons de stimulateurs cardiaques déjà utilisés. Et c'est donc ce qui est arrivé à l'Institut de cardiologie de Montréal. Alors, en 1983, le docteur Castan, qui est d'origine république dominicaine, a commencé un programme où il prenait des pacemakers et des défibrillateurs des salons funéraires. On faisait des tests pour s'assurer qu'ils étaient de bonne qualité. Et s'il restait au moins 5 ans de vie, il les envoyait à la République dominicaine. Alors, lui, il a vécu dans les pays et il a vu par lui-même à quel point c'est un problème, le manque d'accès. Alors, par sa bonté et par sa générosité, il a donné des années de son temps envers ce projet. Alors maintenant, depuis sa retraite en 2008, c'est la technicienne Mme Marie-Andrée Lupien, la technicienne en électrophysiologie, qui a pris la relève du projet et c'est avec elle que j'ai travaillé sur ce projet. Pour parler un peu de la restérilisation des stimulateurs cardiaques, je suis très chanceux que Dan et Nicolas ont déjà fait un excellent travail à adresser les problèmes vers la réutilisation. Alors, pour les pacemakers et les défibrillateurs, le plus grand risque, c'est l'incertitude envers le risque d'infection. Ils sont indiqués à étant à usage unique. Et comme on a vu, c'est une indication que le fabricant met sur l'appareil. Mais à cause de cette indication, la FDA est très publique comme étant contre la pratique de réutiliser les stimulateurs cardiaques jusqu'à temps qu'un projet de recherche est capable de prouver que c'est sécuritaire de le faire. Alors voilà notre motivation, voilà pourquoi on a fait ce projet afin de prouver que c'est sécuritaire de le réutiliser. Alors on avait 3 objectifs dans notre projet, le 3e étant de comparer les taux d'infection. Voici notre population. Alors, entre 1983 et février 2017, ce qui est environ où on a commencé ce projet, on a envoyé un total de 1748 appareils à plusieurs pays en Amérique du Sud.
Notre registre avait seulement commencé en 2003, alors notre population finale, c'est 1051 patients entre 2003 et 2017 ayant reçu un stimulateur cardiaque restérilisé. Et on a matché chacun de ces patients à 3 contrôles par rapport à ce que vous voyez ici. Alors finalement, pour discuter un peu de nos résultats, le taux d'infection de la population de patients ayant reçu un stimulateur cardiaque réutilisé en Amérique du Sud, c'était 2%. Et le taux d'infection des 3153 contrôles était de 1,2%. Alors, comme vous voyez au centre, les deux lignes, c'est presque impossible de voir la différence entre les deux. Il faut vraiment bien agrandir l'image pour voir qu'il y a une toute petite différence. Et non seulement est la différence minuscule, mais notre p-value est supérieur à 0,05. Alors, la différence n'est même pas statistically significant. Alors, on a réussi à publier cette recherche dans le New England Journal of Medicine parce qu'on a réussi à prouver qu'il n'y a pas de différence dans le taux d'infection entre les stimulateurs cardiaques neufs et les stimulateurs cardiaques réutilisés, restérilisés et réimplantés. Alors voilà, merci beaucoup de votre attention. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier la direction du LYRIC pour l'invitation à cette très belle journée. Effectivement, je pense qu'il était urgent d'organiser cet événement. Malheureusement, on disait ce matin, les planètes sont alignées. Mais effectivement, elles sont plus qu'alignées quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Donc, pour ma part, je m'appelle Nicolas Pivert. Je travaille chez Medtronic et je suis à la direction européenne donc pour tout ce qui est télécardiologie. Donc, on a parlé beaucoup des cathéters depuis ce matin, d'électrophysiologie. Donc, on va faire un petit pas de côté et on va parler des boîtiers de télécardiologie. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, c'est les pacemakers, les défibrillateurs qui sont implantés peuvent être connectés et donc on peut envoyer les données à l'hôpital pour que le médecin puisse suivre les prothèses à distance. Et donc, pour pouvoir envoyer les données, comme un boîtier que vous avez à la maison pour pouvoir être connecté à Internet, vous avez exactement le même boîtier. Le patient a ce boîtier-là chez lui qui se connecte à la prothèse et ce boîtier envoie les données à l'hôpital. Alors, si on regarde un petit peu dans quelle situation on est ou dans quel écosystème on est actuellement. On est dans un système très fragmenté en termes d'approvisionnement des matières premières, bien évidemment, ça a été redit plusieurs fois. Le contexte géopolitique, la pandémie, la période également post-pandémie, où il y a une reprise économique bien plus forte que ce qui était prévu, où il y a une accélération également de la digitalisation de la société. Juste à titre pour illustrer mes propos, aujourd'hui, et on voit bien ce qui se passe, pas uniquement dans le milieu médical, mais dans l'ensemble de l'industrie qui utilise des semi-conducteurs, parce qu'un moniteur de technologie, il y a beaucoup de semi-conducteurs. Une usine de semi-conducteurs, ça met 2 ans pour être construite, ça coûte 20 milliards de dollars. Donc, on est dans une situation compliquée et il y a des chances que ça puisse continuer. De surcroît, aujourd'hui, sur les produits de santé, il n'y a pas spécialement de priorité. Donc, vous avez à peu près une dizaine de fournisseurs de semi-conducteurs dans le monde, d'accord ? Tout le monde va s'approvisionner chez les mêmes fournisseurs. Et c'est pas parce que vous vous appelez Medtronic, Abbott, Boston ou Johnson que vous allez passer devant Apple ou Samsung. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Énormément d'argent dépensé, bien évidemment, parce que la soutenabilité, on en parle depuis ce matin, mais je pense qu'une des faces cachées également de l'iceberg, c'est l'accès aux soins. Quand vous n'avez plus de produits, effectivement, vous pouvez plus opérer, vous pouvez plus soigner les patients. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a vu ces derniers temps. Encore une fois, pour laisser mes propos, pour les boîtiers de télécardiologie, aux États-Unis, il y a encore quelques semaines, on avait plusieurs dizaines de milliers de patients qu'on ne pouvait pas approvisionner en boîtier de télécardiologie, bien qu'ils soient implantés une prothèse cardiaque. Et puis la prise de conscience, parce qu'on parle beaucoup des médecins, des professionnels de santé depuis ce matin, mais également l'utilisateur final, le patient. Et le patient doit être également un acteur prioritaire dans ce cycle de soutenabilité des produits. Donc, ce que je vais vous présenter, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On en a parlé depuis ce matin.
le cycle linéaire d'un produit, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que on fournissait un boîtier de télécardiologie à l'hôpital. L'hôpital le donnait au patient après implantation de la prothèse cardiaque. On avait un système, ce qu'on appelle, alors excusez-moi de l'anglicisme, d'onboarding, d'embarquement du patient qu'on pouvait faire, ou bien l'hôpital le faisait, ou bien la société pouvait s'en occuper via une plateforme de télésuivi. Utilisation du boîtier de télécardiologie. Et une fois que le boîtier de télécardiologie n'était plus utile ou même tombé en panne, meilleur scénario, il partait dans une phase de recyclage, mais en majorité, il était mis à la poubelle. Voilà comment ça se passait. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors, encore une fois, c'est pas nouveau. C'est en place depuis maintenant 2016 aux États-Unis. Ça a également été déployé au Japon et en Australie. Et là, on le déploie en Europe. On met en place un système de reconditionnement de ces boîtiers. Donc, on récupère ces boîtiers. Donc, en fait, quand le patient n'en a plus besoin ou quand le boîtier tombe en panne, il peut appeler, donc il y a une plateforme d'assistance téléphonique chez Medtronic. Il appelle cette plateforme. On lui envoie une enveloppe prétimbrée. Le boîtier repart aux Pays-Bas pour être stocké. Ou bien le patient ramène le boîtier à l'hôpital. Et donc le praticien peut faire repartir les boîtiers via son interlocuteur commercial ou via le système de télésurveillance sur lequel il a un processus à suivre pour pouvoir faire repartir les boîtiers. Et donc les boîtiers ensuite repartent pour le reconditionnement. Alors je vais être très franc avec vous, on pourrait faire mieux parce que ça repart en Malaisie pour être reconditionné. Donc voilà, donc c'est un petit peu loin. On a 2 usines actuellement qui reconditionnent, une en Malaisie, une au Mexique. Et après on redispatche les produits dans le monde. D'accord. Voilà comment ça se passe aujourd'hui pour ces boîtiers-là. Bien évidemment, les numéros de série changent. Ils sont remis en état d'un point de vue esthétique, etc. Pour que ça revienne dans le système. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a réussi à date en 2021 à reconditionner 254 000 boîtiers de télécardiologie. Au niveau mondial, ce qui représente 343 tonnes en termes de matière reconditionnée. Alors c'est 3,757, mais comme on n'est pas très loin de Toulouse, je vais parler en Airbus, c'est 3 à 321. Voilà, j'ai regardé, parce que je suis pas un expert d'aéronautique, donc j'ai regardé à quoi ça correspondait. Et bien évidemment, ça permet de faire des économies substantielles qui permettent de réinvestir en termes de recherche et développement et de continuer à innover dans un secteur qui en a besoin. Les prochaines étapes, en tout cas notre vision future, c'est bien évidemment d'impliquer de plus en plus le patient dans cette démarche. Au-delà du boîtier, aujourd'hui, on peut proposer une application parce qu'il y a des solutions alternatives. On parlait ce matin, et vous parliez pour Sargelis, également des solutions alternatives, également pour les boîtiers de télécardiologie qui représentent une empreinte carbone, quoi qu'il arrive, significative. On peut également proposer maintenant des applications pour les patients. Parce que là, on lance l'initiative au niveau européen. Notre objectif sur cette première année, c'est de pouvoir reconditionner 10 à 15% de nos boîtiers. J'aimerais arriver rapidement à 50%, sachant qu'on parle à peu près de 150 000 boîtiers qui sont mis sur le marché européen par an. Et bien évidemment, comme j'y faisais référence il y a quelques minutes, le but, c'est pas que les boîtiers repartent en Malaisie, mais si on pouvait faire du cycle court et pouvoir les reconditionner en Europe, ça serait pas mal. Voilà. Merci beaucoup.